Donc, autour de la table, Bertrand Martineau. Salut Bertrand, conseiller de l'Institut Montaigne sur toutes les affaires d'emploi, de travail. Donc, vous le savez, en fait, je mets tout de côté pour le jour où Bertrand arrive et je ressors tout et je le consulte sur toutes ces questions. Erwan Tison, lui aussi, quand même, en connaît un rayon sur la question. Salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens, et Erwan Lenohan. Salut l'autre Erwan, associé Altermind. Boucle ministre salaire. J'aime beaucoup l'expression donc des Échos, pression des ministres, alors dit de droite, puisque c'était ce week-end, c'était Le Maire et Darmanin. Donc Darmanin demande aux entreprises de faire plus pour lutter contre le Rassemblement national. Dans le vote RN, dit Darmanin, il n'y a pas que l'insécurité, il y a aussi la répartition des richesses. Bruno Le Maire, donc, le partage de la valeur doit être le grand chantier de la majorité. Alors on va voir d'ailleurs, peut-être, on le verra de toute façon, même s'il n'apparaît pas à l'instant, un tweet d'Erwan Tison. Erwan, je vais me tourner vers toi, où globalement tu constates que ce partage de la valeur, voilà, on le voit, alors, parce qu'il y avait deux graphes dans ton tweet, j'ai choisi le deuxième. Donc le premier, grande stabilité du partage de la valeur entre les différentes parties prenantes, et celui-là où tu dis c'est le pays, c'est l'OCDE, c'est ça Non, là c'est l'Europe. Là c'est l'Europe, où la part salariale, donc on le voit, est la plus importante. Est-ce que ça suffit à clore le débat? Parce que là, il est reparti le débat, comme en 40. C'est toujours le problème entre la macro et la micro. Les macroéconomistes ont toujours raison et les microéconomistes pensent toujours que les autres ont tort. Ouais. D'un point de vue macro, effectivement, il n'y a pas vraiment de souci. Quand on regarde, vous l'avez rappelé avec ce graphique-là, on regarde effectivement, il y a un petit décrochage du salaire réel dû justement à une inflation qui est supérieure à l'augmentation nominale. Mais bon. Après, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le fait qu'un ministre comme ça annonce en grande pompe, on va soit pour lutter contre le Rassemblement national, donc avec un projet politique, quelque part, c'est dire rejoignez la majorité, aidez-nous avec un projet politique. Les problèmes, c'est que quand on commence à vouloir s'occuper un peu de tout, notamment des négociations salariales au sein des entreprises, on finit par s'occuper de rien. Là, il faut qu'on m'explique comment est-ce qu'un ministre veut qu'on demande à ce qu'il y ait une augmentation unilatérale des salaires. Dans certains secteurs où aujourd'hui vous avez des marges qui sont complètement nulles, voire négatives. Ouais, le taux de marge a pas mal baissé d'ailleurs. Bien sûr. Assez récemment là. Alors que, par exemple, pour faire simple, vous n'allez pas augmenter les salaires de la même façon dans les fonderies qui s'occupent justement de faire du verre, sans citer de titre, comme d'autres qui vont justement vous faire de l'e-commerce, d'accord ? Parce que les taux de marge ne sont pas du tout les mêmes. Donc, le problème, c'est quand le ministre annonce une augmentation des salaires, si jamais le salarié se dit, du coup, c'est bon, on est dans une économie administrée, mon patron va suivre, si jamais il ne le fait pas... Alors, il ne l'annonce pas, il appelle les patrons à un effort. On sait l'effet que ça a derrière. Le but, c'est que ce soit un effet d'annonce. Si jamais il voulait vraiment appeler les patrons à le faire, il prendrait son téléphone sans passer par la presse et il dirait, je vois que vous avez un peu de gras ici, écoutez, on négocie, ou on peut avoir des primes Macron qui soient un peu plus variables. Quand le ministre commence à s'occuper de ça, parce qu'en plus, non seulement ça augmente l'idée que justement on est dans une économie administrée, qu'on est dans une économie qui ne partage pas les richesses de manière efficiente, mais qui en plus frustre énormément les salariés. Dernier point là-dessus, je resterai trop long, le seul déterminant pour l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation de la productivité. Point. Tout le reste, c'est de la littérature. La productivité ayant baissé de 3% depuis 2019, par salarié, les salaires, normalement, auraient dû baisser de 3%. Il y a des rigidités nominales à la baisse, donc du coup, on ne peut pas baisser les salaires, mais non, on ne peut pas les augmenter parce qu'on n'est pas dans une économie où les salaires sont basés sur l'inflation. Ouais, mais en même temps, je reprends ton calcul, tu as une inflation de 6%, tu as une augmentation moyenne des salaires là d'à peu près 3,5%, tu retrouves tes 3% de productivité que tu as perdu. Oui, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Et si on veut augmenter les salaires, il faut augmenter la productivité. Comment est-ce qu'on fait ? On augmente par la formation professionnelle, par des meilleures organisations salariales, organisation du travail et par un plan d'innovation. Ça, c'est documenté par des gens bien plus brillants que moi, mais c'est pas parce que Bruno Le Maire appelle à augmenter les salaires que ça va le faire. Oui, non, mais ça, d'accord, mais non, mais tu as bien... Juste d'un mot, on n'aura pas le temps d'en parler, mais le système de formation professionnelle est en train d'exploser en plein vol. Le compte personnel de formation, la formidable trouvaille de Muriel Pénicaud a trop de succès, et donc je crois que c'est 7 milliards d'euros là, qui ont été lâchés pour recapitaliser France Compétences. Voilà. Et globalement, ils vont serrer les boulons pour essayer de réduire le nombre de formations qui soient éligibles. Parce qu'il n'y avait pas voir. Pas sûr, mais on n'a pas le temps d'en parler, j'ai dit. Erwan. Moi, c'est le genre de sujet qui me
hérisse. Qui me hérisse. La France n'a pas un problème d'inégalité. La France n'a pas un problème de répartition de la valeur ajoutée. La France a un problème de mobilité sociale, a un problème de concurrence, a un problème de compétitivité. Donc il y a une erreur, mais fondamentale, sur le diagnostic. Les entreprises, les chefs d'entreprise, s'il peut augmenter ses salariés, en général, évidemment, il ne le fait pas à l'appel et tous les jours, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Surtout dans une économie où on concurrence pour les talents. Exactement. Donc, vous avez tout intérêt à avoir chez vous des gens qui sont de qualité, quel que soit leur niveau de qualification, qui trouvent un équilibre entre leur travail, leur activité professionnelle, tout ça a beaucoup bougé dans les dernières années, c'est vrai. Mais donc, quand un chef d'entreprise, il cherche à faire en sorte que ses salariés restent. Quand bien même il voudrait mal les payer, en général, ça lui coûte plus que les gens passent leur temps à partir de leur emploi qu'à les avoir un peu payés un peu plus cher et de les garder. Donc, on est sur un faux débat. Le vrai débat aujourd'hui, notamment de l'électorat du Front National, c'est pas qu'ils sont. Il y a effectivement une question de pouvoir d'achat, mais le pire, c'est pas le manque de pouvoir d'achat en tant que tel, c'est l'absence de perspective. Quand on est pauvre en France aujourd'hui, on est sûr qu'on va rester pauvre toute sa vie. Quand on est riche en France, on a peu de chances de s'appauvrir. Tant mieux pour ceux qui sont en haut de l'échelle. Je ne dis pas que pour le coup, mon objectif n'est pas de les critiquer, mais il y a une question de mobilité sociale. Quelle perspective on offre aujourd'hui aux gens qui sont en bas de l'échelle, aux gilets jaunes. On a l'impression qu'ils ont un peu un vieux logiciel, quoi. Mais ils ont totalement un vieux logiciel. Ils sont dans une économie Bayrou était parti aussi là-dessus il y a une dizaine de jours. Là, il faut envoyer des signes de justice, etc. Mais moi, ils nous parlent de répartition alors qu'ils n'ont pas créé la richesse. Le discours, il consiste à dire pendant 5 ans, on a remis la France en mouvement, c'est extraordinaire, etc. Mais on va en parler, ça. C'est quand même assez largement biaisé. Oui, la France va, de mon point de vue, sur un certain nombre de sujets bien mieux qu'il y a quelques années, mais la France n'est pas en mouvement, la France n'est pas compétitive, la France n'attire pas les talents. Enfin, c'est un autre sujet qu'on pourrait évoquer. Bon, on va brasser tout ça. Bertrand, comment est-ce que tu vois le truc et cette conférence-là Je n'ai pas beaucoup à ajouter par rapport à ce qu'ont dit les deux Erwan. Qu'est-ce qui peut sortir de leur conférence D'abord, si on a ce problème de partage de la taille du gâteau, c'est parce que le gâteau ne croît plus beaucoup, voire croît plus du tout. Et si en plus de ça, on remet une bonne louche d'inflation, qui tend évidemment... L'inflation, ça génère un conflit de répartition sur la marge, de toute façon. Ouais. Bon. Donc, ce qui se passe est tout à fait logique. Ce qui est évidemment plus inquiétant, c'est que le gouvernement ne fait pas la minimum de pédagogie. Et donc, on en revient à des vieilles formules incantatoires. Ce qui peut ressortir d'une telle réunion, c'est strictement rien. Ce que peut faire le gouvernement, c'est de faire des énièmes primes d'encouragement à la participation, à l'intéressement. Et ce qui ne satisfait d'ailleurs pas les salariés, les travailleurs, les syndicats, parce qu'ils savent très bien que l'intérêt d'un salaire, c'est qu'il est cranté une bonne fois pour toutes, alors qu'une prime, évidemment, peut disparaître du jour au lendemain. Et puis, plus généralement, cet appel aux entreprises à lutter contre le Rassemblement national est quelque chose de bizarre, parce que quand Gérald Darmanin dit dans le vote RN, il n'y a pas que l'insécurité, il y a aussi la répartition des richesses, j'allais dire que le gouvernement s'occupe déjà de l'insécurité et qu'il laisse la répartition des richesses là où doit se faire et se négocier. Ouais. Puisque c'est un sujet de négociation, les organisations syndicales ne sont pas dépourvues d'arguments dans les entreprises. Il y a des grèves dans les entreprises, il y a des conflits sociaux, et c'est tout à fait normal et légitime. Et les entreprises qui ne peuvent pas augmenter les salaires, effectivement, ne le font pas, alors même que, logiquement, elles devraient le faire, compte tenu de la tension sur le marché du travail. Et si elles ne le font pas, c'est pour de bonnes raisons. C'est pour des raisons de concurrence. On est dans une économie de concurrence. Beaucoup d'entreprises sont exposées à l'international. Celles qui ne le sont pas directement sont exposées indirectement par les entreprises qui doivent lutter pour préserver leurs marges, qui sont à l'international. Donc les choses sont pas si simples que ça. Un truc à ajouter là-dessus, vas-y. Il y a un point qu'a soulevé Erwan, effectivement, qui est en creux, c'est la paupérisation aussi de la population française. À la limite, on peut poser 2 questions pour cette conférence. Comment ça se fait que le SMIC est augmenté 2 fois plus vite que le salaire médian ces 20 dernières années? Et comment se fait-il que le salaire médian... 2 fois plus vite. 2 fois plus vite. Comment se fait-il que le salaire médian s'est figé autour de 160% de SMIC depuis 2003, en gros depuis la montée en puissance de la réforme Aubry et surtout de l'effet Fillon. C'est 160% du SMIC, ça te coûte quasiment 3 fois plus cher l'euro marginal d'augmentation. Qu'on réponde juste à ces questions-là, avant de dire il faut redistribuer les richesses. Attends, parce que tu parles très vite. Marwan, c'est très intéressant. Parce que le temps est compté ici. Non, on a tout le temps. 160% du SMIC. Si le patron te donne 1 euro, ça lui en coûte 3. Ça lui en coûte 3.
effectivement. Parce qu'en fait, c'est la trappe, quoi. Alors, en fait, tu as une trappe qui s'étend pas non plus énormément. En fait, c'est la trappe, elle est comptable autour de 160 jusqu'à 175%. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un gap qui est tellement énorme. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus rien en dessous de 160 et à 160, tu te fais matraquer. Et donc, du coup, d'ailleurs, on avait fait une petite étude dessus. Le salaire médian, c'est figé autour de 160%. Il y avait une progression quasiment naturelle, en fait, du salaire médian. Et à partir de là, clac, on a figé. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu subventionnes est abondant dans une économie. Tu subventionnes les bas salaires, tu as des bas salaires en France. Tu poses après, juste tu sais, après, oui, mais tu connais la réponse et après c'est indémerdable parce qu'après on retombe sur l'hôpital, la police, les services publics qui s'effondrent. Il fait 8 degrés dans les classes. C'est un vrai. Ce que dit Erwan est un vrai sujet de préoccupation. Mais si la solution, le point de sortie, c'est d'augmenter les cotisations sociales au niveau du SMIC, ça crée d'autres effets. Oui, bien sûr. Voilà, en fait. Déjà remettre une échelle. Oui, alors la vérité qui n'est pas dissible, c'est que le niveau du SMIC français, tout aussi bas qu'il soit, n'est plus en ligne depuis longtemps avec les performances générales de l'économie française. Bon, c'est tout, c'est ça le sujet. À partir du moment où on a ce constat-là, on a le choix qu'entre deux mauvaises solutions, qui est celle qu'on a faite actuellement, qui privilégie plutôt l'emploi, au détriment sans doute des progressions salariales. Et puis, il y aurait effectivement la solution inverse, c'est-à-dire de détruire des emplois et de garantir une meilleure progression des salaires, peut-être, enfin d'avoir un système fiscal et social qui ne désincite pas à la progression des salaires. Moi, je mettrais juste un complément avec un regard politique. Ce que je trouve inquiétant dans ces déclarations des ministres, c'est que ils le font pourquoi ? Ils le font parce qu'ils savent qu'à partir de l'hiver, les prix de l'énergie vont continuer d'augmenter, l'inflation va continuer et que visiblement, on ne va pas uniquement vers des jours meilleurs. Et qu'ils sont à bout de solutions. Ils n'ont pas d'autres solutions, d'autres idées que de dire maintenant, nous, on n'a plus un rond. Donc, ça serait bien que les entreprises volontaires, en fait, payent un impôt volontaire d'une certaine façon. Et donc, fassent de la redistribution par le privé, etc. Et c'est pas extraordinairement rassurant sur les perspectives politiques et économiques qui viennent pour l'année prochaine. Ça nous amène justement, on redira un mot de l'attractivité tout à l'heure, mais l'excellent journal dans lequel tu écris régulièrement, Erwan, j'ai été donc... Effectivement, quel cap pour Macron, quelle solution, etc. Et tout, on peut discuter de ça. Qu'est-ce que j'ai à vous donner en termes d'informations ? Ah oui, je ne savais pas ça, juste très très vite. J'aime bien dire de temps en temps ce que j'apprends. Alors, l'histoire de la loi de programmation des finances publiques, ça vous a peut-être échappé, parce que franchement, voilà. Mais en gros, il y a le 49.3 pour les textes budgétaires de l'année, de l'année prochaine. Oui. Et puis, il y a la loi de programmation sur 5 ans qu'on doit envoyer à Bruxelles. Globalement, on se disait, bon, et celle-là, ils ne sont pas arrivés à la faire voter par LR. Globalement, on se disait, bon, tant pis, c'est pas grave, Bruxelles attendra. Non, elle vaut 13 milliards. En fait, il faut envoyer cette loi de programmation pluriannuelle si on veut récupérer l'ensemble des subventions encore disponibles dans les subventions européennes liées à la Covid. Voilà, je ne savais pas ça. Donc il y a une petite pression là-dessus. On sent aussi qu'il y a une négociation avec le Sénat sur les retraites. Voilà. Et puis, donc cet article, peut-être qu'on va voir un dessin que j'aime beaucoup à la une de l'Opinion, voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est La République qui est en train de tricoter ce qui apparaît bel et bien comme un gilet jaune et qui dit « je vais t'en tricoter un de col roulé, moi, tu vas voir ». Et Macron apparaît comme un peu terrorisé. Et ce qu'écrit l'Opinion, la politique. Donc, si les Français se recentrent sur des besoins primaires, s'ils craignent de manquer, s'ils sont révoltés qu'un grand pays comme le leur ne soit plus en mesure de leur garantir la lumière, quelles conséquences politiques cela peut-il avoir ? C'est une belle phrase, ça, qu'un grand pays comme le nôtre ne soit plus capable de nous garantir la lumière. Ça fait mal. Je veux dire, c'est une belle phrase. Voilà, les critères d'évaluation d'un bon leader politique sont revus à la baisse. Un chef de l'État doit-il porter un ensemble de valeurs démocratiques, se battre contre le dérèglement climatique, étendre l'influence de son pays dans le monde, ou simplement nourrir son peuple ? Ce n'est plus la préhistoire, c'est le Moyen-Âge, la politique réduite aux sujets les plus terre-à-terre. Je ne partage pas cette stigmatisation du Moyen-Âge, mais à part ça, qui était une grande époque, mais à part ça, il y a énormément de choses vraies, évidemment.
et que on sent dans le débat public depuis des années, la déliquescence des services publics. Il y a le fait que effectivement les Français se disent ou entendent on va manquer d'énergie pendant l'hiver, mais comme on a manqué de masques et de gants et d'autres pendant la crise, comme on manque de métro en ce moment à Paris, comme on manque de médecins dans certaines régions, et pourtant ils voient qu'ils sont prélevés à un niveau record. Il y a une contradiction fondamentale entre le pays qui prélève le plus, qui dépense le plus, et des agents publics et des usagers du service public qui ne sont pas satisfaits. Ok, monsieur le consultant, mais comment t'en sors de ça? Et on se rend bien compte qu'on n'est pas au mieux. On en sort déjà en ayant un discours de vérité. Je ne sais pas une expression de discours de vérité, mais de constat. Comment est-ce qu'on peut à la fois dire il n'y a pas de pénurie de masques, il n'y aura pas de problème d'énergie, quand les services même de l'État sont en train d'expliquer aux entreprises on va devoir vous couper l'énergie, ou les hôpitaux les gens voient que les hôpitaux étaient en manque. Il y a probablement une vision de la politique qui consiste à considérer que l'État ne peut jamais avoir tort, et ceux qui l'incarnent ne peuvent pas avoir tort, et ne peuvent pas se retrouver face à un constat de carence. Je pense que ça ferait du bien aussi de constater qu'effectivement ça ne va pas, oui, mais c'est particulièrement problématique pour Macron, dont la seule légitimité, c'est le mouvement. C'est le mouvement, c'est la jeunesse, c'est la modernisation du pays. Je vous sens très dubitatif. Saut 2018, oui, ça. Oui, mais. 2022, c'est pas ça. C'est ça, légitimité. Non, pas du tout. Mais 2022, il n'y a pas eu de. Enfin, bon. Oui, mais. C'était avec la campagne. Non, mais je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais en 2020, c'est l'une des frais. On a là aussi l'une des conséquences du fait qu'il n'y avait pas de campagne. Il n'y avait pas de projet qui était porté autre que on va empêcher les extrêmes d'être élus, ce qui était un projet certes noble, mais insuffisant pour tenir sur 5 ans. Bertrand, j'ai pas grand-chose à rajouter également. Non, mais t'as pas de solution non plus, quoi. On n'en sort pas, quoi. Je crois qu'il y a le péché originel depuis 2017, c'était le diagnostic. Le président le candidat à l'époque portait un diagnostic qui était d'une lucidité assez clair sur les mots français dans la sphère publique, et que ce discours s'est complètement perdu dans les sables, et qu'en 2022, il n'en est rien resté. Voilà, donc dérive des finances publiques, dérive effectivement des services publics, sentiment effectivement que, j'allais dire, on n'en a pas pour notre argent. Quand j'entends qu'il semblerait que dans le budget 2023, la maire de Paris veuille augmenter de 50% la taxe foncière, je regarde les rues de Paris, je me dis, voilà, tout ça pour un niveau de propreté qui nous ramène à un pays quand même d'un niveau peu développé quand même. Bon. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, on est dans une cocotte minute. Et surtout, c'est la question de la... Il n'y a pas de réponse simple à cette question de réforme de la sphère publique. Mais encore faut-il effectivement faire le constat, avoir un tout petit peu d'humilité quand on est dans l'État. Mais tu peux plus... Regarde, voilà. Parce qu'un élément dont peut-être qu'on pourra en dire un mot, mais ce qu'on a appris là juste avant les vacances, c'est-à-dire on ne touchera pas à la retraite des fonctionnaires. On va faire une réforme des retraites en exonérant les fonctionnaires. Ça m'étonnerait qu'ils soient exonérés du passage à 64 ans. Non, sur le mode de calcul. Sur le mode de calcul. Ah, sur le mode de calcul. Oui, sur les 6 mois. 6 mois au lieu de 25 ans. Oui, mais il y a un contrat tacite aussi. Alors, il y a une question de contrat tacite, mais même techniquement... Non, mais c'est bien ce que je veux dire. Tu as un contrat tacite avec tout le monde, donc tu ne peux plus rien changer. Oui, mais comment dire ? Ces deux systèmes ne sont pas directement comparables. Donc, aligner l'un sur l'autre n'est pas quelque chose... Techniquement, je parle. Ça ne va pas de soi. D'accord. C'est-à-dire que le niveau de remplacement des retraites dans le secteur public n'est pas aberrant par rapport au niveau de remplacement du privé. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des coûts énormes, y compris financiers d'ailleurs, à vouloir faire converger les deux systèmes. Tu veux dire que le mode de calcul je rappelle que modulo des salaires moins importants... Je rappelle que réintégrer, comme il faudrait dans ce cas-là pour faire converger les primes des fonctionnaires dans l'assiette des cotisations, ça coûte un paquet de milliards à l'État. Bon. Sachant que les retraites de fonctionnaires déjà sont pas provisionnées, donc oui, par ailleurs. Voilà. Donc, avant de se lancer, non, le problème des fonctionnaires, c'est la réflexion sur les catégories dites actives. C'est sur un certain nombre de dérogations qui existent encore et qu'il faudrait reconsidérer. Mais sur le mode de calcul même de la pension dans le secteur public, d'un point de vue technique et financier, c'est un sujet très compliqué. Voilà. Et qui se ferait sur 20 ou 30 ans de toute façon, parce qu'on ne peut pas remettre en cause... Comme tous les sujets devant lesquels on est, en fait. Dès qu'on tire quelques fils que ce soit, on tombe... Mais celui-là n'est pas un bon sujet pour s'étriper. D'accord. Voilà.
C'est pour ça qu'on ne sort pas. Avant, on parlait justement de l'inégalité versus pauvreté et richesse. C'est exactement la même chose pour les services publics. Du moment où l'INSEE a fait cette magnifique étude qui nous expliquait que la redistribution, quand tu prends les causes matérielles et non matérielles, notamment en gros combien te rapporte la redistribution via des services publics, l'écart passe de 1 à 22 au niveau des revenus primaires à 1 à 3 après redistribution revenus secondaires et apport en nature par les services publics. À partir de ça, on les connaît, les causes. Enfin, il y a des consultants bien moins brillants qu'Erwan qui ont écrit là-dessus. Donc, le jour où Erwan publie une note dessus, la note fera référence. Tout le monde a écrit sur la réforme de l'État. On sait tout ce qu'il faut faire. Tu prends l'exemple portugais avec l'éducation autonomie. Tu reprends un peu de suédois avec de la mise en concurrence. Tu reprends du Danemark avec de la formation tout au long de la vie. Déjà là, tu arrives à gagner 3-4 points de PIB. Puis après, tu fais la même chose dans les transports, tu fais la même chose ailleurs. Voilà. Sur la politique migratoire, il y a aussi quelques bons exemples à l'étranger. On peut faire énormément de choses. Tout a été écrit. Mais le problème, c'est qu'on le fera pas parce qu'on ne veut pas toucher au cœur même qui est la redistribution. Et vu qu'on se plaît justement à avoir une diminution des inégalités plutôt qu'une mise en montée de l'efficacité, on n'y arrivera pas. Mais en fait, c'est parce que c'est assumé dans notre pays. On préfère avoir quelque chose qui soit extrêmement égalitaire, que ce soit au niveau de la redistribution des salaires, des services publics, plutôt que quelque chose d'hyper efficace. Ben oui, mais alors, si au moins on en était content, parce que ça nous amène au début de notre discussion. Non, mais je sais bien, il y a ce truc que tu viens de décrire parfaitement. C'est assumé tacitement. Et néanmoins, tu as une population, une partie de la population et effectivement des ministres qui ont peut-être tort de dire ce qu'ils ont dit et pas des ce que tu essaies d'expliquer. Mais Erwan te l'a dit avant, parce qui sent qu'on est dans un déséquilibre des richesses. C'est l'impuissance. Donc du coup, on ne dit que des petites phrases parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Et donc du coup, vu qu'on assume justement ce côté, la lutte contre les inégalités avant la lutte pour l'efficacité, une fois que tu as compris ça sert à rien de tergiverser. Parce que les solutions, on les a tous. Enfin, tu veux ajouter un truc tous les 4, on te trouve un projet pour 2027 qui tient la route. Hein. Oui. Il nous faudra 2 jours. Hein. Après, il faut vous faire élire. Juste, Bertrand, puisque je te tiens, je comprends pas cette polémique. Enfin, est-ce qu'elle est sérieuse ou pas ? Cette histoire autour de l'URSSAF qui va... qui va pas d'ailleurs, ça va être reporté d'1 an, recouvrer les cotisations Agir Carco. Le patron de l'URSSAF est venu nous voir il y a une quinzaine de jours, là, je posé la question, c'est une forme de nationalisation. Il dit, mais rien du tout, on sait faire, on sait faire, on simplifie pour tout le monde. Il y a une phrase de Gabriel Attal que j'aime bien, tu vois, ceux qui appellent matin, midi et soir à simplifier les services de l'État pour les entreprises et à être plus efficients sont les mêmes qui, une fois entrés dans les détails, trouvent toujours de bonnes raisons pour s'opposer aux mesures qui sont dans ce sens. Mais si on rembobine le film, quand on a fait recouvrer les cotisations UNEDIC par les URSSAF, ça devait être une absolument catastrophe parce que, soi-disant, l'UNEDIC connaissait, donc les ACDIC, c'est les ACDIC qui recouvraient, connaissaient les entreprises. Bah oui, parce qu'on c'est bien connu, en recouvrant une cotisation qui est par ailleurs avec la même assiette d'ailleurs que les autres, que les cotisations de sécurité sociale, on connaît les entreprises, on peut leur offrir un service, etc. Enfin bon, évidemment. Bon. Même chose, à partir de 2021, il y a eu la bascule, les URSSAF maintenant... les indépendants, le RSI. Alors bien sûr, et puis recouvre les cotisations sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Ouais. Bon, la taxe d'apprentissage, etc. Bon, là aussi, ça devait être un drame. Ça se passe correctement, avec efficacité, parce que les URSSAF sont plutôt efficaces en termes de coûts de gestion. Et puis maintenant, rebelote sur les retraites complémentaires. Donc c'est un vieux sujet. Je ne vois pas d'ailleurs le lien entre le recouvrement et le fait qu'éventuellement l'État mettrait main basse sur les recettes de l'ARCO. Mais oui. Pour faire ça, il faut la Oui, parce que c'est ça, le truc en sous-jacent, c'est l'État va s'emparer à travers l'URSSAF prédateur. Il faut une loi de finances pour ça. Donc je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais c'est totalement à déconnecter du sujet du recouvrement. Voilà, le recouvrement se fait. Voilà, il s'agit de contributions obligatoires. Ça n'a rien de scandaleux. Ensuite, il faut voir les coûts-avantages, l'efficacité. Bon, l'URSSAF est un système, encore une fois, plutôt efficace. Voilà, donc c'est une simplification pour les entreprises. Personnellement, j'ai vécu la transition RSI-URSSAF. Oui. Ça s'est remarquablement bien passé. Le RSI ayant été terriblement critiqué, d'ailleurs. Oui. Posait quand même un certain nombre de difficultés. Voilà. Donc, non, parce qu'on lit des papiers, des trucs, mais ahurissants autour de cette histoire. Le Léviathan est en train. On a les mêmes au moment de la disparition des ACDIC. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais les ACDIC, c'était 30 conseils d'administration. Avec à chaque fois 40 personnes, c'était beaucoup de monde. Voilà. Les ACDIC, il y avait quand même quelque chose de différent, c'est que il y a eu de facto une nationalisation de l'assurance chômage à partir du moment où il n'y avait plus de charges salariales, donc
Mais oui, mais le système... C'est ça. Il n'y avait plus de cotisations salariales liées aux ACDIC, et donc tu as eu une nationalisation de facto du système. Mais là, rien ne change sur le mode de cotisation. Il y a eu deux sujets différents, et ça n'a pas été traité pareil. Il y a eu effectivement l'étatisation du recouvrement, ce qui est un sujet d'efficacité et de simplicité pour les entreprises. Et par ailleurs, il y a le gouvernement qui a décidé d'étatiser au fil de l'eau l'assurance chômage. Voilà. C'est deux sujets différents. Ouais, c'est ça. C'est deux sujets différents. Erwan, un truc là-dessus non, Tout a été limpide. Ouais, tout a été limpide. Bon. Eh bien, si c'est ça, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant.